Fidèles téléspectateurs de Mondico Télévision, une pensée, un écrit, bienvenue à votre magazine socio-politique Tribune qui a le réel plaisir de recevoir une fois de plus sur ces plateaux Madame Shekina Dibambou, elle est donc Libambou plutôt. Madame Shekina Libambou, voulais-je dire, elle est cadre du MLC, parti de Jean-Pierre Bemba, Mouvement de Libération du Congo. C'est avec elle que nous allons devoir décrypter l'actualité politique qui est dominée par l'assassinat de l'honorable Chéribin Okende Senga. Bienvenue Madame Shekina. Merci beaucoup Madame Ranta, le plaisir est partagé. Je vous en prie, merci d'avoir répondu à cette invitation. De prime abord, comment va le pays, la République démocratique du Congo? La République démocratique du Congo va très bien, malgré de marasmes politiques, tant d'autres qui bougent dans beaucoup de côtés. Mais nous souhaitons et nous croyons que la République démocratique du Congo s'y passe très bien, va très bien, malgré les terreurs que les ennemis veulent provoquer. Mais nous tenons fort et nous avons foi et nous croyons et nous disons que la République démocratique du Congo s'y porte à merveille. Il y a des phénomènes qui ont fait surface, l'insécurité grandissante. Nous avions parlé, nous avons décrié plusieurs fois sur l'insécurité de la partie est de la RDC. Aujourd'hui, c'est la ville de Kinshasa qui connaît des insécurités, une insécurité grandissante. Il y a eu le phénomène kidnapping. Vous vivez à Kinshasa, vous êtes sans ignorer que la population quinoise vit dans la psychose, au fait. Hein? Oui. Que dire par rapport à tous ces problèmes, à quelques mois ou à quelques jours de la tenue des élections en République démocratique du Congo? Madame Ronta, le pays fait face à plusieurs réalités également. Nous avons évoqué tout à l'heure là, vous avez évoqué un problème très grave de l'insécurité. On a connu les Mobondo, il y a les Mobondo vers le Maïndombe, qui ont peut-être qui s'est transposé même dans le Congo central. Finalement, on sent que la population se trouve seule. Si vous voudrez dire que la population elle se trouve seule, je vous dirais que c'est activement faux. Pourquoi? Parce que nous voyons que la justice est en train de faire son travail. Nous avons vu combien même, nous l'avons dit dans l'émission précédente, on a bien évoqué un système pour dire que le pays est infiltré, l'armée est infiltrée, nous sommes infiltrés dans beaucoup de domaines dans notre pays. Et quand nous parlons de l'armée, nous voyons que c'est un secteur sensible d'un État. Et alors, nous remarquons qu'à part ça, nous avons les ennemis de la population. Il y avait même la mise en garde du général Chiwewe, le commandant de FARDC, le chef d'état-major de FARDC, qui a même, il y a quelques mois, quand il a fait sa descente dans l'est de l'RDC, il a fait une mise au point. Il a fait une mise, pas une mise au point, c'est quoi le terme? Il a voulu, il a fait une mise en garde à toutes ces personnes qui ont infiltré l'armée parce qu'il n'y avait pas la sécurité, l'insécurité perdure dans cette partie du pays. Alors, il a voulu faire une mise en garde à toutes ces personnes de pouvoir, ceux qui infiltrent là, qui sont aujourd'hui, qui filtrent les informations de l'armée aux ennemis. Alors on sent que la sécurité en République démocratique du Congo est un problème. Comment terminer cette question déjà à la base, comment taire l'insécurité dans toute la RDC? Est-ce que l'on voit pas seulement Kinshasa, on ne voit pas l'Est de la RDC, on ne voit pas l'Ouest avec le Mobondo, tout ça, mais vous donnez-nous quand même votre piste de solution pour taire un peu cette insécurité qui ne fait que perdurer en République démocratique du Congo. Déjà, le soldat congolais, soit la police, si je peux bien l'énumérer comme ça, a perdu sa valeur depuis. Vous saviez bien, depuis. Si l'armée congolaise a été infiltrée pendant un bon nombre de temps, comment voulez-vous dans une semaine, dans 2 semaines? Donc, c'est là nous ramène à dire que
il y a un travail qui s'est fait dans l'armée congolaise. Parce que vous le suivez, vous et nous, et la population qui nous suit aussi également. Nous sommes en train de vivre de choses terribles. Et les capitaines, ils sont, et les capitaines enlèvent. Et les capitaines sont en train de kidnapper. Ce sont des choses que nous ne voulons pas voir. Et nous, qui sommes du MLC, nous disons non à cette situation. Et comme nous sommes de la défense, nous sommes en train de travailler. Vous avez vu Bunagana, déjà des activités vont reprendre. Nous avons des choses à faire. Mais on ne peut pas oublier que dans la politique, nous avons aussi de ce qu'on appelle les ennemis. Nous sommes Congolais, mais nous avons aussi des ennemis congolais. Il est peuple, mais il est aussi en même temps un ennemi de ce même peuple. Pourquoi? Ils ne veulent pas voir les choses avancer. Ils ne veulent pas voir les choses aller de l'avant. Le seul souhait qu'ils ont, c'est que ces régimes puissent trébucher, que ces régimes, ils font tout pour anéantir. Mais ils oublient que quand la souffrance frappe, quand la mort frappe, quand le kidnapping frappe, ça nous touche, nous qui sommes du MLC, nous qui sommes de l'Union Sacrée, nous qui sommes de l'UNC, nous qui sommes de l'opposition, nous sommes tous frappés à ces terreurs. Étant congolais. Étant congolais. Alors, dernièrement, j'avais dit qu'il faudrait avoir de fonds, mobiliser des fonds alloués pour l'armée congolaise. On ne veut pas voir qu'il y a eu un fonds alloué pour l'armée et cet argent s'est volatilisé pour rien. Nous avons besoin que le militaire reprenne sa valeur, reprenne sa dignité. Puisque le MLC avec à la tête du ministère de la Défense, il y a le Jean-Pierre Bemba Gombo qui est là, président du MLC en même temps, vice-premier ministre de la Défense nationale. Peut-on croire que cette infiltration au sein de l'armée peut être résolue avec son apport? Et pourquoi pas? Nous sommes en train de travailler sur ça. L'autre fois, quand j'avais dit qu'il connaît l'arme, qu'il est ceci, on sait de quoi est-ce que nous sommes en train de parler. Nous avons malheureusement qui ne dorment pas, Madame Ranta. Malheureusement, ça prend le temps. Je crois que vous m'avez passé la parole, si je vous en prie. Terminer. Quel temps que ça peut prendre si vous avez eu à digérer au moins 10 ans, 15 ans à ces terreurs, à ces genres de choses. Et pourquoi pas laisser à l'autre le temps de pouvoir travailler. Laisser que les choses se passent très bien. Mais le mal est que nous avons de ceux qui ne ferment pas l'œil. Il y a de ceux qui ne dorment pas, qui ne jurent que sur le mal, que sur l'instabilité, que sur l'insécurité, que sur le mal. Pour que ça retombe sur le bilan du chef de l'État. Oui, c'est ça au fait. Et nous sommes en train de travailler. On se dit, le bien ou soit le mal, ce n'est pas seulement le président de la République, c'est notre pays. On doit y travailler. Parce que nous avons une génération à léguer une histoire et on doit travailler sur ça. Très bien, merci Madame Shekina Libambou. Nous poursuivons cette émission. Oui. Vous savez, il y a une inflation du taux de la devise étrangère sur l'économie congolaise qui est déjà très faible aujourd'hui. Quel est le remède selon vous? Alors, Madame Ranta, nous sommes tous Congolais, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons vu tout ce qui s'est passé dernièrement et nous constatons, cela ne veut pas dire que quand vous êtes dans l'Union Sacrée, quand quelque chose ne tourne pas, quand quelque chose ne va pas bien, qu'on se tait pour dire que nous, on ne peut pas dire parce que nous sommes de l'Union Sacrée, non. Nous avons toujours des remèdes et des solutions à donner. Il y a toujours des pistes de solutions. Voyez-vous, la République démocratique du Congo grandit ce pays, mais ce pays est incapable d'exporter. On importe tout. Je vous donne un exemple, Madame Ranta. Le médecin, un exemple simple. Le médecin vous consulte. Le médecin vous donne une ordonnance, une prescription pour dire allez acheter ces produits. Mais vous allez voir la patiente ou le patient arriver à la pharmacie. Quand il voit le produit, il se dit c'est fabriqué où? À Kingabois?
le patient ou la patiente doute de ce qui est fabriqué manque ici de dans son confiance de pays. ce qui est fabriqué dans son propre pays. Manque de confiance. Là aussi, il y a à boire à manger parce que avec les alors Indiens, que nous avons des quinquennats, alors que nous avons des quinquennats. Nous avons dans notre pays, la République démocratique du Congo, on prend un exemple de gorille. Un exemple de gorille, le gorille, ben, je ne sais pas en féminin, qu'est-ce que je peux dire, ben, le message passe quand même et le message est clair. Qui voit se monstruer comme une femme. Alors un blanc, il se pose des questions pour se dire comment est-ce qu'elle peut voir se monstruer comme une femme et c'est qu'il a de cellules humaines. Et pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas mourir de cancer? C'est ça. Et ils sont allés voir et comprendre pourquoi ça, comment elle mène. Mais nous ne voulons pas croire à nos produits. Nous voulons croire. Quand on t'écrit une prescription, nous n'avons pas la Madame même Ranta, alimentation. Madame Ranta, on ne croit pas à ce que nous-mêmes nous produisons. C'est difficile. Aujourd'hui, on importe tout. C'est pas manque d'identité. Même la tomate. Ou parce qu'on veut copier, on croit que ce qui est exporté, ce qui est importé est ça meilleur aussi par un rapport complexe. à ce qui est... Oui, même une tomate. Je vous dis, à l'époque de nos mamans, elles avaient toujours des bilangas derrière le la potager maison. derrière toujours, la maison. Toujours. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que les Indiens vont nous ramener des tomates, des gros piments, même des légumes qui se vendent dans les supermarchés alors que nos mamans maraîchères nous produisent des légumes. C'est déjà un problème là. Alors que on préfère aller acheter dans les supermarchés. Peut-être que ce sont aussi les conditions de vente, parce que nos mamans, quand elles vendent, elles les exposent sur le sol, alors que dans les supermarchés, c'est bien conservé, pas de poussière. Non, Madame Ranta. Alors que le pays est élevé par l'élevage, le pays grandit par la pêche, l'agriculture. Le pays grandit par l'agriculture. Et dans ces domaines, la République démocratique du Congo espérons avec l'arrivée de Henriette Ouamou, qui a été promue PCA, je crois, d'une société aquaculture, quelque chose. Je crois qu'avec elle, on va devoir manger bio, consommer bio, comme avait proposé un Congolais. Oui, consommons bio. Consommons bio. Oui, très bien, c'est ce que nous avons besoin, que le nombre de gens, de personnes capables de produire et de construire la République démocratique du Congo. Très bien, merci. Et abordons à présent le chapitre sur l'assassinat de Chérubin Okende Senga, député national élu de la Lukunga, qui a été sauvagement assassiné. Quel a été votre sentiment de que vous aviez appris cette nouvelle? C'est un sentiment de tristesse. M. Chérubin Okende a été assassiné lâchement. Même une poule ne peut pas être assassinée de la manière. C'était un personnage politique et sa mort ne pouvait que prendre de l'allure politique. Mais on se pose de questions. Pourquoi cette cruauté? Ça jette d'ailleurs un discrédit sur la situation, même les élections, beaucoup de choses. On pense que l'opposition aujourd'hui a du mal à exercer son rôle parce qu'on dirait qu'il est mort pour ses opinions politiques, parce qu'il ne partage pas les opinions ou la pensée de l'Union sacrée, peut-être parce qu'il était de l'opposition. Et qu'il gênait. Pourriez-vous m'octroyer quelques minutes pour parler de la situation de M. Chérubin Okende? M. Chérubin Okende, c'était un personnage politique, comme je venais de le dire tout à l'heure, et sa mort ne peut que prendre la connotation politique. Mais seulement, on se pose des questions, pourquoi cette cruauté? M. Chérubin Okende était époux d'une épouse, au-delà de la politique. Il avait 6 enfants, au-delà de la politique. Et je vous rassure que sa femme et ses enfants souffrent plus que le politique. Aucun politique ne peut souffrir comme souffrent sa femme et ses enfants. Ce sont eux qui souffrent le plus. C'est cette famille, c'est elle qui souffre le plus. Mais on a une question à se poser. On se dit... Il y a aussi sa famille politique. Hein, il y a aussi, si je peux continuer, Madame Ranta, si je peux continuer, je vous ai demandé quelques minutes à ce sujet. On se pose des questions.
À quoi profite la mort de M. Chériban Okende? À qui? À qui, pardonnez-moi, profite la mort de M. Chériban Okende? On se pose des questions, on se dit, M. Chériban Okende, un grand monsieur qu'il était, il avait aussi une famille politique. On se pose des questions, on se dit, pourquoi les opposants prennent la situation de M. Chériban Okende comme un avantage, comme une faveur de leur camp? C'est de cette question. Une faveur. Une faveur. Un député de surcroît, un député national qui se pointe pour dire, nous de l'opposition, nous sommes mécontents, déçus de cette situation. Et pensez-vous que ceux de la majorité, les députés de la majorité, sont contents de cette histoire? Madame Ronda, je ne pense pas. Écoutez, ceux qui font la justice, ceux qui ont fait le droit savent que le crime le plus horrible sont commis par le plus proche, ou soit sont commis par le plus proche. Ce sont les plus proches qui sont suspectés quand il y a une mort de façon cruelle. À quoi sa mort, ou à qui sa mort pourrait-elle profiter? Je me dis, M. Chériban Okende, pourquoi ceux de l'opposition veulent prendre cette histoire pour le ramener à la majorité, pour faire voir au commun de mortels que la mort de Chériban Okende provient de l'union sacrée, ou soit la mort de M. Chériban Okende, si je peux finir. Je vous en prie, je veux vous redonner la parole. À l'époque du président Joseph Kabila, on a connu des assassinats. Quand on parle de... comment il s'appelle encore, Kapangala, Thérèse Kapangala, le monsieur, le nom m'échappe, ça va revenir. Rossi Mukendi, on a dit qu'il a été tué par Joseph Kabila. Quoi de plus normal aujourd'hui si on dit que Chériban Okende a été tué ou l'assassin de Chériban Okende, c'est le président Tshisekedi. Parce qu'à l'époque de Joseph Kabila, on a fait porter les chapeaux à Joseph Kabila. Quoi de plus normal, c'est lui qui gère le pays s'il y a des problèmes d'insécurité, surtout que c'est un opposant. On dit que c'est le pouvoir qui organise tout ça. Madame Ronta, je vous admire beaucoup parce que vous êtes une journaliste brillante. Mais je n'aimerais pas que vous preniez un penchant quelconque, non? Je reviens en arrière. Quand vous parlez de M. Rossi, quand vous parlez de Mme Thérèse, c'était dans quelles circonstances? Les circonstances, elles sont différentes. Elles sont différentes. C'était une marche organisée. Ils ont été tués lors d'une marche. Si je me souviens bien, il y avait un slogan, ne touchez pas à mon 220. Chébéa est mort dans des circonstances pareilles. Pensez-vous que Bouteti n'est pas mort dans des circonstances pareilles? On a dit que c'était Joseph Kabila. On n'a pas besoin que ça se répète, ce genre de choses. Le MLC a perdu. Joseph Kabila aujourd'hui. Le MLC a perdu. Non, c'est un péché. Non, on ne dit pas que c'est un péché. Ou l'union sacrée. On ne dit pas que c'est un péché. Quand vous grandissez dans la politique, vous allez comprendre que même dans sa famille politique, dans une famille politique où vous exercez la politique, on a tous deux ennemis politiques dans nos familles politiques. Madame Randa, c'est une mort à ne pas taper la poitrine. Nous, du MLC, nous avons perdu 2 cadres à l'époque. Nous savons la douleur de perdre de combattants fidèles. Nous savons, nous les connaissons très bien. Alors, nous avons une génération derrière nous. Nous n'avons pas besoin que ceux qui sont aujourd'hui des étudiants du G1, que ceux qui sont aujourd'hui des élèves de 5e, 4e, 3e, revivent la même situation dans 10 ans, dans 5 ans, dans 15 ans. On n'a pas besoin. On ne peut pas assassiner quelqu'un de cette pourquoi il faut que la justice soit rendue pour... Nous, au nom du MLC, nous l'avions dit. Nous sommes derrière la justice. Et nous croyons, combien même que nous avons eu dans ce pays de procès interminables. Mais cette fois-ci, on se dit non, ça doit s'arrêter.
et la On n'a justice jamais sera connu faite. le vrai assassin de Mouzé. On n'a jamais connu le vrai assassin de Chebea. Aujourd'hui, c'est Des Chériban Boteti, pourquoi pas, Okende, Boteti et tous pas les vous autres. citer aussi? Tous les autres, aujourd'hui, est-ce que vous croyez en la justice congolaise qui aujourd'hui peut rendre des enquêtes crédibles? Nous avons besoin que la justice fasse son travail équitablement. C'est ce que nous avons besoin. Aujourd'hui, nous avons de cœurs qui pleurent. Aujourd'hui, Madame Ranta... Quelle justice avec des magistrats corrompus, peut-être? Ce qu'on a vu lors du procès en flagrance de kidnappeurs. Il y a un qui a déclaré qu'il a fait la prison cette fois. Il a été relâché. Cette fois également en payant 700 $. Est-ce qu'on peut croire en cette justice-là? Quand nous parlons du faux, on voit toujours le vrai. Ce qui veut dire que le vrai passe avant tout que le faux. Même s'ils sont au nombre de 100 000, ceux qui sont des corrompus, mais nous croyons qu'il peut y avoir trois qui sont des hommes droits. Nous le croyons. Nous croyons à la justice. Nous croyons à Madame Ronta. Et nous lançons, dite pour oui, et nous lançons Okende. vraiment un appel pour dire en ces moments, quand les télés sont allumées pour parler de M. Chériban Okende, nous avons de larmes aux yeux. Nous avons de ceux qui pleurent. Nous avons de ceux-là que le cœur saigne plus que nous autres qui sommes politiques. C'est ça, Madame Ranta. Très bien. Aujourd'hui, l'opposition appelle ces crimes, cet assassinat étant un crime d'État et puis un régime de terreur qui veut museler l'opposition. Les opposants aujourd'hui se sentent en insécurité, alors qu'ils ont des droits garantis depuis le départ de la Constitution de la République démocratique du Congo. Nous sommes tous égaux devant la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Aux yeux, soit aux yeux de la loi, Madame Ranta n'est pas différente de Madame Chekina. Nous exerçons tous les mêmes conditions, le même droit de vivre. Mais seulement nous savons comment les opposants remplis, en fait, on ne parle pas de tout opposant, mais les opposants veulent à tout prix attirer la sympathie, faire croire que ce que je vis, c'est une pression politique. Mais ils sont vulnérables. Ils ne gèrent pas le pays, alors ils se sentent vulnérables face à cette insécurité. Ils se disent aujourd'hui, c'est Chérubin, demain ça sera qui? Peut-être ils ne savent pas. Alors ils vivent dans la psychose et dans la peur, dans la terreur, dans leur propre pays. Madame Ranta, qui peut vivre dans la terreur dans son propre pays? Je crois bien que personne. Nous vivons tous dans un pays. Vous pensez qu'ils peuvent vivre dans la paix? Parce que c'était d'abord Salomon Kalonda qui a été enlevé et puis amené à la Demiap et ensuite transféré à la prison de Ndolo. Il y a eu Franck Diongo qui a subi le même sort, qui a aujourd'hui bénéficié de sa liberté provisoire. Bien sûr que oui. Jacquinda l'a interpellé, gardé à vue et puis relaxé quelque temps. Vous pensez qu'ils vivent dans cette peur, dans cette terreur, alors ils veulent aujourd'hui faire voir à l'opinion nationale et internationale qu'ils sont en insécurité dans leur propre pays. Pensez-vous que les seuls opposants aux République démocratique du Congo, ce sont ceux-là que vous avez énumérés? Non. Nous avons des opposants qui défilent dans des chaînes de télévision, matin, midi, soir, qui les interpellent. C'est défendre. Madame Ranta, j'ai l'impression que ce n'est plus une émission. Ils ne savent pas quand c'est une prise de position. Apparemment, c'est une prise de position. Non, 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 non. Madame Ranta, venir vous défendre n'est pas synonyme aux insultes. Non, non, non. Vous pouvez défendre votre pays de façon équitable. Pensez-vous qu'un journaliste assis, un journaliste qui a fait ses études, un journaliste qui connaît l'éthique, peut se pointer avec des personnages politiques pour dire « Le banaye !» Non. Ayons des valeurs politiques. Quand tu veux parler, tu ne peux pas seulement insulter. Tu ne peux pas seulement déplacer des mots. Tu peux parler calmement et faire comprendre ton besoin et ton souci. Tu n'as pas besoin
de dire, Yekoutou. Comment parler calmement alors que tu te retrouves dans l'insécurité, tu ne sais même pas si demain tu vas Quand j'arrive sur le plateau de Madame Ranta, c'est une façon de dénoncer le mal aussi. On ne dénonce pas le mal en insultant, non. On ne dénonce pas le mal en insultant appeler le chat par son nom. Non. On ne dénonce pas le mal en insultant un peuple contre notre, une tribu contre notre nom. On dénonce en disant le pays va mal, ça ne marche pas avec des arguments solides. C'est tout simplement ça. Je peux être sur votre plateau, vous me dites il y a ça qui ne marche pas. Je lui dis, Madame Ranta, dans cette situation, j'ai une prise de position particulière. Ça ne va pas. Ça ne marche pas. Pas en insultant. Mais pourquoi pourquoi ce sont des mêmes personnes, de mêmes gens qui sont interpellés à chaque fois? Et pourtant, nous avons beaucoup d'hommes politiques et beaucoup de femmes politiques opposantes, qui chaque matin, chaque soir, sont dans des chaînes de télévision. Donc cela veut dire que nous avons une liberté d'expression. Qui est garantie d'ailleurs dans la Constitution. Oui, mais nous n'avons pas une liberté d'insulte, une liberté de manque de respect. Ça non, ça ce n'est pas garanti. Je vous donne un exemple, Madame Sekina Libambou. À l'époque de Joseph Kabila, l'actuel président de la République ne l'appelait pas président, il l'appelait Monsieur Kabila. Aujourd'hui, quand on dit Monsieur Tshisekedi, ça devient une insulte? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été arrêté parce qu'il a dit Monsieur Tshisekedi? Donnez-moi un exemple. Il n'y a pas. Quel est ces politiques qui a dit Monsieur Tshisekedi et qui a été interpellé? Avant d'être président, on est citoyen, on est monsieur. Quand vous dites monsieur... Mais quand il les juge d'incompétents, il les juge de beaucoup de noms aujourd'hui, ils se voient en insécurité. Ils pensent que on ne leur donne pas la liberté en tant qu'opposants. Je me répète encore. Cette bande d'opposition, la petite bande d'opposition, de l'opposition, ce n'est pas seulement ceux-là qui sont opposants. Les opposants sont nombreux. Même dans des universités, nous avons aussi des opposants, mais qui s'expriment très polis, qui s'expriment de façon polie, très calme. Au-delà de tout, c'est un président de la République. Au-delà de nos divergences, au-delà de tout, c'est un président de la République démocratique du Congo. Si vous n'acceptez pas, c'est votre choix, c'est votre conviction. Mais au-delà de votre conviction, au-delà de votre choix, il reste le président de la République. Très bien, Madame Libambou, nous évoluons. Abordons à ce présent le processus électoral avec la CENI qui a repoussé d'une semaine le dépôt de candidature pour les élections générales. Aujourd'hui, il n'y a pas d'engouement. Est-ce que la CENI a reconnu que le processus électoral n'est pas inclusif? Vous pouvez vous répéter? Aujourd'hui, la CENI, la date, le bureau qui devait recevoir le candidature pour la députation nationale, des élections générales, aujourd'hui ont ouvert le porte du 25, c'était le 25 juin, au 15 juillet. Mais il n'y a pas eu d'engouement, pas beaucoup de candidatures. Alors la CENI a décidé de repousser la date à une semaine. Au lieu du 15, ça, on a ajouté 7 jours, ça veut dire que le bureau va fermer le 23 juillet. La CENI a-t-elle compris que le processus électoral n'est pas inclusif? Parce que la question est basée par rapport... Il y a Joseph Kabila, il y a Joseph Kabila qui a boycotté le processus électoral. Il y a Martin Fayulu aujourd'hui qui a jeté l'éponge. Il y a plusieurs partis de l'opposition aujourd'hui. Monsieur Martin Fayulu jette l'éponge, ramasse l'éponge. Monsieur Martin Fayulu jette, il ramasse. Les élections doivent être inclusives. Ça veut dire que toutes les classes politiques doivent se retrouver. Quand deux partis se retirent du processus, est-ce qu'on peut encore parler d'un processus électoral qui a sa crédibilité en tant que tel? Donc, pour vous, quand monsieur Martin Fayulu se retire, cela donne mention au non, moi je pense pas en tout cas. Je ne crois pas, Madame Ranta.
Je suis contre cette façon de réfléchir. Mais il a initié de concertation avec Fayoulou. Il a même fait une lettre ouverte à Joseph Kabila. C'était une façon de les attirer vers le processus. Malheureusement, non, ils n'ont pas mordu à l'hameçon. Monsieur Martin Fayoulou, quand il se réveille, tout dépend de son humeur. Quand il se réveille, il se dit, allons. Quand il sieste à 16 heures, il se dit, n'y allons pas. Et quand il veut dormir à 23 heures, il se dit, allons. De façon définitive, mais nous allons. C'est comme ça qu'il marche. Moi, je trouve que M. Martin Fayoulou, c'est un monsieur que nous respectons très bien. Il a ses potentiels, il a ses calculs politiques. C'est aussi un homme politique. Il sait comment équilibrer ses états politiques, ses émotions politiques. Ça n'engage que lui. Est-ce que M. Martin Fayoulou est le seul opposant qui n'a pas participé au processus électoral? Est-ce que M. Martin Fayoulou est le seul... un opposant de taille au régime? On doit crédibiliser les élections si tout le monde y participe. Oh, c'est maintenant lui l'opposant de taille et de Mais qui est, parce que c'est vous qui connaissez mieux qui est en face du pouvoir aujourd'hui? Il y a le le quattro, entre autres, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi aujourd'hui, qui voit ses militants, ses cadres aujourd'hui être inquiétés par la justice. Est-ce une façon de les écarter de la course du pouvoir? Mais comment vous qui parlez de M. Martin Fayoulou, un opposant de surpoids, un opposant de taille, un opposant, si c'était le meilleur politique opposant de pouvoir écarter, donc ça allait être M. Martin Fayoulou. Donc je me rejoins à vous, je me joins à vous dire. Donc quand vous vous dites, moi je ne fais que relayer. Donc cela veut dire que M. Katumbi n'est pas un opposant qui fait peur. Je ne crois pas. Je ne crois pas, Madame Ronda. Madame Taponi, aujourd'hui, avec le dossier... Vous voulez encore me rappeler encore de M. Avec le dossier Boukan Alonso, aujourd'hui candidat, on voit qu'il y a vraiment un harcèlement avec les candidats présidents. Nous avons besoin que les étudiants, les enfants intelligents qui nous suivent, ne prennent pas des exemples comme ceux de M. Matata Ponyo. 285 millions déboursés pour l'agriculture, pour que nous mangeons bio, pour que nous consommons bio. Il y a eu un bon consommer quand même de maïs. Hein? Ah, Madame Ronta. Il y a eu des points de vente partout à l'UPEN. Moi, j'ai vu des points de vente partout. Attention, Madame Ronta. Aujourd'hui, ils doivent nous dire où est passée cette somme. Quand on vous dit que vous avez... Quand on vous dit, je finis par là, quand on vous dit que démontrez-nous les 5 000 francs sont allés où? Dites-nous que je paye le transport, j'ai utilisé 2 000 francs et les 1 000 francs restants, je fais ceci. Merci Madame Shekina Ali Bambou, c'était un plaisir de vous recevoir une fois de plus sur ces plateaux. Comprenez que c'est déjà la fin de votre magazine Tribune. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.